Ces oiseaux sont des sternes. Alors, les sternes sont plutôt d'habitude les amis des pêcheurs, parce que c'est elles qui repèrent les bancs de poissons. Voilà, ça arrive comme ça dans ces voyages d'être confronté à ce type de situation qui est jamais très agréable. Mais quand l'enjeu c'est vraiment la survie des enfants, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Quand tu les vends, les oiseaux, tu les vends morts ou bien tu les vends vivants? Vivants. Et ça, tu es obligé de les vendre vivants, sinon les gens ne les achètent pas, c'est ça? C'est ça, s'ils les achètent pas vivants, ils les mangeront pas. Je suis dans les Caraïbes, en République dominicaine, un pays où le tourisme est florissant. Alors je suis juste de passage, je me rends dans la partie ouest de la grande île d'Hispaniola. Je vais en Haïti, le pays le plus pauvre et sans doute un des plus dangereux du continent américain. Alors je ne m'intéresse pas tellement à la violence ni à la misère, mais plutôt par le fait de comprendre ce que représente la mer pour un pays qui en perpétue l'état de survie. Voilà, au bout de la route, c'est la frontière. On est dans le no man's land entre la République dominicaine et Haïti. On n'est même pas dans un pays. Qu'est-ce que vous avez dans les valises? On a essentiellement du matériel de plongée. Qu'est-ce qui se passe? 25 $ à chaque. Il est où le visa Haïti là? Tiens. Voilà. Aquí. Somos en Haïti? Monsieur, on est en Haïti ici là. Oui, Haïti. Noël 1492, Christophe Colomb découvre Haïti, la montagne dans la mer des Indiens Taïnos qui peuplaient cette île des Caraïbes. En 1804, les esclaves africains renversent l'armée napoléonienne et proclament la première république noire de l'histoire. De la dynastie Duvalier à la folie d'Aristide, des générations de dictateurs ont brisé les rêves d'un peuple désormais livré au désespoir, à la misère et souvent à la violence. Depuis 2004, le pays est sous contrôle des forces armées de l'ONU. Ancien Éden, terre de pirates, patrie d'esclaves, des faubourgs de Port-au-Prince jusqu'à l'île de la Tortue, il semble que le salut de ce pays envoûtant soit tourné vers la mer. Ici, je suis à Cité Soleil. Alors, Cité Soleil, c'est souvent synonyme de kidnapping, de trafic de drogue, de seigneurs de guerre. Alors, moi, je suis venu ici pour montrer un autre visage de ce bidonville et surtout pour montrer que la mer, même dans un endroit comme ça, est vraiment porteuse d'espoir. J'ai rendez-vous avec un fixeur, ce qui est un peu obligatoire pour pouvoir se promener librement et sans danger dans Cité Soleil. James, salut. What does Quelle est the la sea signification de la means mer here ici à in Cité Soleil? Les habitants de Cité Soleil n'ont pas de travail, donc la mer représente tout pour eux. Grâce aux activités liées à la mer, ils peuvent payer l'école des enfants, s'acheter de quoi manger et s'habiller. La mer leur évite donc de faire du kidnapping et de prendre un flingue. Here today, the Donc la mer sea ici is est really synonyme d'espoir, a meaning c'est ça? of hope, right? Ouais, bien sûr, la mer est absolument vitale. Donc ici, c'est quoi? C'est le port de Cité Soleil. Exact. Et donc il y a des pêcheurs dans le port même de Cité Soleil. Qu'est-ce que tu pêches ici là? Il y a crévis, some fish. Là, t'as attrapé tout ça avec le filet. Filet. C'est quoi le nom ici de ça? Ça s'appelle manchette. Manchette. Et lui, comment t'appelles? Sol. C'est la sole, bien sûr. Je m'appelle Rino, T'as quel âge? 18 ans. Toi, t'es le capitaine? Des bateaux. Capitaine. À Cité Soleil, c'est le capitaine, il a 18 ans et l'équipage, c'est des gamins
qui vont pas à l'école, qui vont à la pêche, c'est leur boulot. C'est étonnant, j'avais jamais vu ça, un équipage d'enfants. En bas soleil, la m'deye, m'a chanté. En bas soleil, la m'deye, m'a vibré. Here they bring Le charbon qui est débarqué là, c'est pour Cité Soleil? Pour Cité Soleil? Pas seulement pour Cité Soleil, mais pour toute la région également. Pour pouvoir manger, on a besoin de charbon. Et le charbon, tu vois, c'est absolument indispensable ici parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est un très gros business. Monsieur, tout ça a fait politique sur la feuille, baguette. Tu t'appelles comment? Sylvestre. Et toi? Junior. Salut. Après, on a deux autres pêcheurs derrière. Pierre-Charles? Marcus. J'ai embarqué à bord de cette petite chaloupe pour partir avec ces timouns, là, c'est les enfants, on dit ça comme ça en créole, qui sont des pêcheurs un petit peu particuliers, parce qu'ils pêchent pas du tout des poissons, mais ils pêchent des oiseaux de mer. Voilà, c'est leur moyen à eux de survivre. Créée par Duvalier, Cité Soleil devait être une villégiature pour attirer les touristes en Haïti. La station balnéaire est devenue un bidonville peuplé de gens venus de province avec l'espoir d'une vie meilleure. Une illusion. Ici, 2/3 de la population vit avec moins de $1 par jour. Les enfants du port ne perdent pourtant pas espoir et refusent l'argent facile de la délinquance. Explique-moi un petit peu comment tu pêches les oiseaux. On lance ce petit poisson piqué sur un hameçon, on le jette et l'oiseau l'avale. Donc il avale le poisson, comme si tu pêchais un poisson, mais c'est la pêche aux oiseaux. Qu'est-ce qui t'a appris à pêcher comme ça? J'ai appris en regardant les plus grands et maintenant, pour pêcher, je fais comme eux. C'est dur de pêcher comme ça ou pas? Facile. Il est pris. Ces oiseaux sont des sternes. Alors, les sternes sont plutôt d'habitude les amis des pêcheurs, parce que c'est elles qui repèrent les bancs de poissons. Voilà, ça arrive comme ça dans ces voyages d'être confronté à ce type de situation qui n'est jamais très agréable. Mais quand l'enjeu c'est vraiment la survie des enfants, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Quand tu les vends, les oiseaux, tu les vends morts ou bien tu les vends vivants? Vivant. Et ça, tu es obligé de les vendre vivants, sinon les gens ne les achètent pas, c'est ça? C'est ça, s'ils les achètent pas vivants, ils les mangeront pas. Voilà, c'est les petits appâts qui ont été cherchés dans les filets des pêcheurs, des petits poissons vivants. Et les enfants là, c'est qui le meilleur pêcheur entre vous? C'est vous deux les plus grands là? Et alors Emmanuel, c'est un bon pêcheur Emmanuel ou pas? Tu vas grandir, puis tu vas devenir le meilleur pêcheur. Hein? Ouais? Oui? Tu veux faire quoi quand tu seras grand, toi, comme métier? Je vais être pêcheur et travailler à mon compte. Comme ça, je serai mon propre patron. Je me ferai respecter et pas maltraiter. Sylvestre, toi tu vas à l'école? Non. Emmanuel, toi tu vas à l'école? Non. Non? Et toi tu vas à l'école? Non. Non. On n'a pas le choix. On va pas à l'école parce qu'il faut qu'on pêche pour gagner un peu d'argent pour manger. Et qu'est-ce que tu fais avec l'argent? C'est pour toi l'argent ou tu le donnes à ta famille quoi? C'est pour ma maman, mon papa, mes sœurs et mon frère pour manger. Eh bien, allez. Allez, c'est bon? Allez, petits marins de Port-au-Prince, de Cité Soleil. On a suivi les oiseaux qui nous ont ramenés au port de Cité Soleil, où tous les enfants pêchent comme mes petits copains. C'est quoi Marcus ça comme oiseau? Ça se mange ça? Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça a bougé.
Bon, les fins de la pêche, c'est l'heure de la vente. Visiblement, aujourd'hui, il y en a un qui a eu plus de chance que les autres, c'est Marcus. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'oiseaux aujourd'hui. Les oiseaux, ils sont à l'école, comme dit Sylvestre. Tous les jours, tu pêches comme ça? Tous les jours. Tous les jours. Je me retourne pas, mais je crois qu'on est suivi. On est au marché de Brooklyn avec les petits pêcheurs. Et c'est ici un des lieux symboliques de Cité Soleil. C'est ici qu'ils vont vendre leurs oiseaux. Bonjour. Voilà, c'est la tente qui commence. Alors j'ai déjà vendu pas mal de poissons. Les oiseaux, j'avais encore jamais fait. Vous les vendez combien les oiseaux comme ça? 5 $. 5 $ le grand et le petit 3 $, d'accord. C'est combien? Ça fait longtemps que vous mangez les oiseaux comme ça? Quand vous étiez petite, plus grande? Ah oui, d'accord. Bon bah bon appétit. Merci. C'est une tradition de manger ces oiseaux ou c'est une pratique plutôt récente? On pêche ces oiseaux depuis 1994 en raison des problèmes économiques. Il n'y a qu'à Cité Soleil qu'on pêche les oiseaux, car les gens ici sont vraiment très pauvres. Allez, ciao. Ciao, merci beaucoup. Excusez-moi, c'est où les bus pour Jérémy? Jérémy, c'est par où? C'est pas ici la gare? Si, c'est la gare. C'est un peu plus par là. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue dans les transports traditionnels haïtiens, le tap-tap. Là, je pars complètement à l'ouest de Port-au-Prince, en direction de Jérémy. À peine sorti de Port-au-Prince, je découvre un autre visage d'Haïti. Je troque la chaleur et la nervosité contre une brise marine et des souvenirs de un monde difficile à cerner qui évoque à la fois l'Afrique profonde et toute la force de la culture caraïbe. À Jérémy, la ville des poètes, je vais découvrir la pisquette, une pêche venue du ciel qui change l'existence des pêcheurs. Comment tu t'appelles? Jean-Raymond. Jean-Raymond. Toi, tu pêches aussi? Oui. J'ai envie de faire la pêche à la pisquette avec vous. C'est possible ou pas? Toi, tu vas être notre matelot. Tu vas nous aider à faire des mouvements dans l'eau. Ça va être une grande première pour toi. La pisquette, c'est quoi? C'est des bébés poissons? Ce sont des alevins d'anguilles. Bon, on y va? La pisquette, là, quand vous pêchez, c'est toute l'année ou c'est seulement... On pêche la pisquette chaque mois après la pleine lune. La pisquette se pêche à 3, avec une sorte de moustiquaire que l'on attache aux gros orteils pour bien tenir au fond de l'eau et puis à la main. La troisième personne fait du bruit et agite l'eau pour que les pisquettes soient attirées dans le filet. Voilà, ça c'est la pisquette. Des tout petits alevins transparents. Regardez, des nouilles, des vermicelles mais vivants. Et ça c'est bon. Oui. Voilà, ici c'est une autre technique de pêche à la pisquette. Tu vois, il accroche son filet autour du cou, puis il plonge sous l'eau et referme le filet contre lui pour attraper les pisquettes. C'est les jeunes qui pêchent comme ça. Ah, il y en a beaucoup, hein. Et toi, tu pêches pas là? En ce moment, on pêche plus loin, près de l'embouchure. Car ici, la mer est très mauvaise. Il y a beaucoup de fond, et c'est trop dangereux. Jean-Raymond, il a vendu sa pisquette aux marchandes. 10 $, 10 $. Allez, 2 godets. Et moi, j'ai acheté de la pisquette, parce que j'ai quand même assez envie de le goûter. Bonjour. C'est pour faire quoi, ça? Pour laver? Alors ça, c'est quoi? Poivre.
Je mets tout le poivre? Les girofles. Ah, les girofles, allez. J'ai hâte de goûter. Je suis bluffé parce que dans la cuisine haïtienne, là c'est pour moi le 5e bouillon cube que je suis en train de piler avec l'ail et le reste. Je savais pas qu'on mettait autant de bouillon cube. C'est délicieux. C'est un bon goût de bouillon cube. La pêche à la pisquette, c'est pas une pêche quotidienne, c'est une pêche occasionnelle. Quand la pisquette est là, c'est une chance pour les pêcheurs et pour les vendeurs, car c'est un poisson qui se vend beaucoup plus cher que les autres. La pisquette apporte un vrai plus dans notre vie quotidienne, car elle permet de payer l'école de mes 8 enfants. Ils vont tous à l'école grâce à cette éducation. J'espère qu'ils trouveront tous un travail. Je les imagine pas forcément pêcheurs, mais plutôt avec un travail qui leur permettra de gagner leur vie. Pour assurer la relève quand je serai plus capable de pêcher. Merci beaucoup. Il a beaucoup plu ces derniers jours, on est encore en fin de saison des pluies et les routes sont coupées pour arriver jusqu'à la mer. Donc ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait des paysans qui utilisent des radeaux pour descendre justement sur les villes en aval du fleuve afin de vendre leurs marchandises. Voilà. Donc je vais essayer d'en trouver un qui va croiser les doigts, quoi. Bonjour. Bonjour chérie. Bonjour chérie. C'est quoi, c'est un radeau ça? Pipirite, c'est ça? Pipirite. D'accord. Voilà, quand même, je crois qu'il va me falloir un grand radeau parce que j'ai une bonne smala qui me colle au train. Ça va faire lourd tout ce petit monde. C'est la récré? Oui? C'est la récréation? Et vous êtes tous en dehors de l'école? Ah bah bravo! Et vous allez tous venir sur le radeau avec moi, sur le pipirite avec moi? Hein? Bon allez, en route. Au revoir les enfants. J'ai la possibilité d'acquérir mon premier bateau en Haïti. Je vais en fait acheter ce pipirite, parce qu'une fois qu'il est parti en bas de la rivière, il ne remonte jamais ce bateau. Bon, par contre, c'est mieux les sacs étanches, parce que comme vous voyez ici, il n'y a pas 1 cm² au sec. Bonjour, comment tu t'appelles? Excellent. Excellent? Oui. Ton nom? Oui. Tu t'appelles Excellent? Oui. C'est génial. Bon, allez, salut. Salut les enfants. Belle pagaille, hein. C'est la première fois que je prends un bateau avec la ligne de flottaison au-dessus de mes chevilles. La première négociation de petit rapide. Donc là on rentre en mode sous-marin. Attention là, ça va être tendu. Bonjour. C'est très paisible de voyager au fil de l'eau, comme ça on est loin de la route, on découvre un autre visage d'Haïti. Et c'est assez dingue de se dire que ici là, on est à peine 1 heure de vol des États-Unis, de Miami. Et franchement là j'ai l'impression d'être au fin fond de l'Afrique australe. Et loin, loin, loin de tout. Oui, 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 oui. Ah, ça coule. C'est bizarre, on a l'impression que plus on avance, plus on s'enfonce. Ah, j'ai eu mon aviron. Allez, allez. On part. Salut. Bon, excellent.
Merci beaucoup. La rivière s'est terminée, direction le port. Corail, un petit port du canal du Sud, mon point de départ à la recherche des exilés des îles Caïmites, qui symbolise à mes yeux la dernière frontière de la survie. Pour aller à l'île Moustique, tout ça, c'est beau. Oui, oui. Ici, je suis dans le village de Corail, qui est complètement entouré de mangroves. Et je cherche à rejoindre le large. Il y a plein d'îles avec des bancs de sable. Et j'ai entendu parler de pêcheurs qui vivent comme des Robinsons sur ces bancs de sable, en autarcie complètement, pendant plusieurs semaines. J'espère pouvoir trouver un bateau ici. Je suis sur le wharf. Là, je devrais trouver quelqu'un pour m'emmener. Ouais, c'est parti pour les îles Robinson. Voilà, les bateaux pays. Oui. Pas haïtien pays. Pareil, pays. Voilà, c'est des bateaux qui sont construits comme au XVIIIe siècle. Tout en bois, de la corde, du bout surtout, pas de plastique. Non, pas de plastique. Hein? En fait, il y a plus de bateaux que de voitures Oui, plus. en Haïti. Oui. Tout le transport, des gens, des marchandises, Oui, tout ça, oui, bateau. c'est toujours en bateau. Oui. À voile, Oui. avec le vent. Mais la voile, c'est plus économique. Oui, plus économique. Hein? On dépense moins d'argent. Oui. C'est gratuit le vent. Même en rêve, tu ne crois pas des trucs comme ça. L'îlot, la baraque dessus, la cabane, là, les Robinsons. Là aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas de vent, mais les jours où c'est la tempête, honnêtement, je te parle même pas des cyclones. Visiblement, chaque île a sa spécialité. Donc là-bas, c'est des pêcheurs à la ligne ou au filet. Et sur l'île qu'on voit là-bas, c'est ce qu'on appelle les couleurs, c'est-à-dire les pêcheurs sous-marins. Et c'est eux que j'ai envie de rencontrer. Bonjour. Ah, c'est étonnant cet endroit. J'arrive pas à y croire qu'un tout petit bout de caillou comme ça, du sable, mais c'est même pas du caillou, c'est un banc de sable. Avec toutes ces maisons, cette communauté, ces gens qui vivent. C'est un vrai petit village miniature. Toutes les maisons sont faites en palme, en paille, avec les manchots de bambou qui ont servi à faire des nasses pour pêcher les langoustes. Isman. Moi c'est Jérôme. Jérôme. Toi t'es quoi? T'es couleur? T'es plongeur? Salut. Comment tu t'appelles? Fortil. Fortil. T'as un fusil aussi? Non, ça va? Waouh. C'est toi qui l'as fabriqué tout seul celui-là? Ouais, Ouais. c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu pêches avec ce fusil? Il est terrible. Toutes sortes de poissons, des gros, des petits. Bam dans la tête. Je suis ici au bout d'une route. Je croise une trentaine de familles qui de génération en génération naissent, se marient, meurent en complète autarcie. Leur seule visite, quelques bateaux venus troquer le poisson séché contre des produits frais, de l'eau ou un peu d'argent. Ces îlets qui autrefois représentaient une place avancée pour la pêche sont aujourd'hui devenus leur prison. Une petite laine pour la nuit. On a bien mangé. J'ai trouvé ma chambre. Une pirogue qui est juste derrière la maison d'Isman. Bonne nuit. Ah. Ça c'est ton bateau, Fortil? Oui. Ça s'appelle un bois fouillé, c'est ça? Oui. D'accord. Bois fouillé, ça veut dire que c'est un... C'est quoi? C'est fait comment? C'est un arbre? Oui. Et tu creuses? Oui. Et quel type d'arbre on utilise pour faire ces bateaux? Chêne mango. Ah, c'est fou, parce que quand tu regardes comme ça, le bateau,
C'est un vrai arbre, quoi. Il n'est pas droit du tout, et pourtant ça flotte. Ici, pas de moteur. Chaque jour, les pêcheurs parcourent des dizaines de milles à la pagaie pour se rendre sur les lieux de pêche, de plus en plus éloignés. Alors, en train de se prendre une race là. Allez, allez, allez! Allez Samuel! Là, c'est profond, hein? D'accord. C'est combien de brasses, hein, ici? Entre 60 et 70 brasses. 70 brasses? Et là, tu veux dire, là, ici, il y a 140 mètres, et là-bas, il y a 25 mètres. Ouais, on va aller là-bas plutôt. Hein. On a amené, c'est quand même plus sûr. Utilisent un matériel rudimentaire, palmes courtes ou dépareillées, fusils de fortune. Malgré ce handicap, rien ne leur échappe. Ils sont capables de plonger à plus de 25 mètres et d'effectuer des apnées de plusieurs minutes. Mais les prises sont modestes. Ils passent la journée en mer pour quelques poissons qui nourriront tout juste leur famille. Aujourd'hui, ils n'auront rien à vendre. De la même manière que les forêts haïtiennes ont été rasées par l'industrie du charbon, les récifs coralliens sont dévastés par la surpêche. Langoustes, coquillages, poissons ont presque disparu. Malgré des méthodes de pêche traditionnelles et souvent respectueuses de l'environnement, le temps a eu raison de la ressource et les fonds marins ressemblent à un désert sans vie. L'avenir de la pêche en Haïti se trouve désormais en haute mer. Ça s'appelle comment ici? Zedlaï. Zedlaï. D'accord. Parce que c'est tout petit ici, non? Non, c'est grand. Il y a plus petit que ça? Oui. Oh. Donc ici on est sur la côte ouest de l'îlot. Et donc 25 pas plus loin. Bonjour. On est sur la côte est. Non. Un petit peu. Pourquoi est-ce que les gens se sont installés sur des toutes petites îles comme ça, ici sur les bancs de sable? Parce qu'à terre, il n'y a pas de travail. Il n'y a que sur ces petites îles que l'on peut se débrouiller pour survivre. C'est-à-dire pour manger et gagner un peu d'argent. C'est comment aujourd'hui la pêche dans les îlets? C'est bien, c'est moins bien? Comment tu vois ça? On pouvait bien pêcher autrefois, mais maintenant on peut plus. En ce moment, la pêche est très mauvaise. Quand on a un peu de chance, on ramène assez de poissons pour manger et pour en vendre un peu, mais certains jours, on n'en ramène même pas suffisamment pour manger. Tu aimes bien vivre, toi, Fortil, sur les îlets? J'aime pas la vie ici, mais il n'y a pas d'autre alternative. La misère est telle qu'il y a des jours où on n'a même pas de quoi manger. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des tempêtes? Est-ce qu'il y a beaucoup de cyclones en Haïti? Comment est-ce que vous faites? Les tempêtes et les cyclones sont très dangereux. Un cyclone a d'ailleurs complètement ravagé cet îlot. Quand l'eau monte, on met vite les enfants à l'abri sur les toits et quand il y a un gros cyclone, on rentre à terre.
Lors du dernier cyclone, la mer est montée et tous ceux qui sont restés ont réussi à sauver leur vie. La mer a tout emporté, mais leur a laissé la vie et c'est ça le plus important. Quand on plonge profond comme ça, c'est quoi les dangers? On peut se faire attaquer par des poissons. Là, par exemple, il y a un très gros poisson qui m'a mordu. C'était un barracuda que j'ai tiré. Il a eu peur et du coup, il m'a attaqué. Isman, salut. Merci beaucoup. Ciao. Attention avec les barracudas. Salut. Ouais, posez. Merci. Le premier contact des Haïtiens avec l'océan est violent. La traite des Noirs, l'esclavage. Ce peuple est venu d'Afrique enchaîné à fond de cale. J'ignore si cela influence le rapport qu'ils entretiennent avec l'eau. Ils ont rapporté du Bénin, du Ghana, du Congo, des croyances profondes, encore bien présentes sous la forme du vaudou. Un culte où la mer est peuplée d'inquiétantes divinités qui ont droit de vie et de mort sur les pêcheurs. En Haïti, il y a beaucoup d'esprits qui vivent dans la mer, dans les rivières. Et les esprits sont partout autour de nous, et aussi à l'intérieur de chaque Haïtien. On est tous accompagnés par un esprit. Souvent, la plupart des pêcheurs sont des serviteurs des esprits. Chaque esprit de la mer indique aux pêcheurs, avant chaque sortie, s'il y a du poisson et si la mer est dangereuse. Entre la pointe ouest d'Haïti et Cuba s'ouvre le passage du vent, un canal tempétueux où le plateau continental s'effondre, laissant place aux abysses, le monde des grands poissons océaniques. Je rencontre Georges Simon, figure politique d'Haïti et maire d'Anzdeno. Également propriétaire de l'unique pêcherie du pays, Georges sait que l'avenir de la pêche se trouve désormais au large. Aujourd'hui, il propose aux pêcheurs de s'associer et décide d'importer en Haïti les DCP, les dispositifs de concentration de poissons, une technique écologique utilisée des Antilles à l'Australie. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez quoi? Tout ce qui peut être utile aux pêcheurs pour la pêche au DCP. Des moteurs. Les moteurs, les glacières, les réfrigérateurs, les hameçons, des lignes. Des bouées. Flotteurs en obus. Ah, ça c'est des vraies glacières de pêcheurs ça. Avec la taille du poisson ici. Voilà, les congélateurs. Donc le but de cette association c'est quoi précisément? C'est en fait le développement de la pêche au DCP, en protégeant les pêcheurs. Ils trouvent du matériel meilleur marché ici que sur le marché. D'accord. Moi, avant de partir à la pêche, j'avais envie que tu me dises ce que ça représente la mer pour toi. C'est la dernière activité à laquelle je vais me consacrer. C'est une prétention à laquelle je tiens beaucoup. Si j'ai échoué dans pas mal de choses dans la vie, je vais réussir dans ce domaine-là. La promotion de la communauté des pêcheurs en faisant le développement intégral de la pêche en Haïti. Cette nouvelle technique ne rapporte pas seulement aux pêcheurs mais à tout le village. Des prises nombreuses et surtout plus grosses ont relancé une véritable économie et le nombre de poissonnières a doublé depuis l'arrivée des DCP. Chabine est l'une d'entre elles. Wow. Ça c'est un marlin noir. Noir. Ah, il est gros celui-là. Combien de temps ça dure pour sortir le poisson? 1h30. 1h30? Oui. À la main, hein. Oui. Pas de canne à pêche. Hein. Non, pas de canne à pêche. Ouais. Ils n'avaient jamais vu des poissons comme ça, les gens ici? Non, car avant l'arrivée des DCP, les pêcheurs ramenaient des poissons beaucoup plus petits. Et les gens, ils n'avaient pas peur des poissons, ils voulaient bien le manger, c'était des gros poissons comme ça? Bien manger. Ouais? Pas de problème. Pas de problème? Combien de temps tu peux le garder, le poisson, une fois qu'il est salé comme ça? 2-3 mois. Tu ouvres en fait toute la viande pour mettre le sel comme ça? Oui. Vas-y, toi. Là. Oui? Ici? Plus haut, là. Plus haut, d'accord. Oui. Plus haut, ici, là. Dans l'autre mer. Oui. Ah, mais moi, je suis gaucher, moi. Oh, j'aime te faire là. Ici? Comme ça? Oui.
Léger. Léger. Juste là? Oui. Bravo. Ouais, c'est bien. T'en mets partout. Hein? Vous êtes combien de marchandes comme ça ici à Anzdeno? 40-50 tout. 40-50. Et il y a vraiment du travail pour tout le monde aujourd'hui. Oui, oui. Ouais. Depuis qu'il y a les DCP, il y a plus de marchandes ou... Plus de marchands. Ouais. Le nombre de marchands a vraiment augmenté. Parce que quand il y a beaucoup de poissons qui arrivent des DCP, il y a des vendeuses qui viennent des villages alentours, en plus de celles de Anzdeno. Il n'y a pas trop de poissons pour le village? Nous vendons le poisson frais sur le marché. Et on scelle les poissons qui restent pour aller les vendre à Jérémy ou à Port-au-Prince. Donc tu prends le bateau avec le poisson, tu vas jusque là-bas? Oui. Tu pars combien de temps? 8 jours. Il va y avoir des jalousies. Tout le monde va croire que c'est mon mari. Merci beaucoup de m'avoir appris à Merci tout. faire tout ça. On a bien travaillé? C'était un gros poisson. Hein. Bon, j'espère que tu vas bien le vendre pour gagner plein d'argent. Oui, hein? Oui. À peine arrivé, je comprends qu'Anzdeno est un village à part. Ici, pas de décharge à ciel ouvert, et pour la première fois, la vie reprend le dessus sur la survie. Tout cela donne envie de croire au rêve de Georges. IBA, deuxième client, les deux expressions à des X, idée en réfraction, loi de Kepler. Alors pendant que moi j'attends mon bateau sur le port d'Anzdeno pour partir à la pêche, il y a plein de gens qui récitent leurs leçons avant de partir à l'école. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, j'espère qu'on va pêcher un gros poisson. Hein. Mais oui. Comme ça, tu vas le vendre après? Oui. C'est ça. Je suis à bord des nouvelles embarcations qui ont été offertes au village Anzdeno par l'ONG Food for the Poor, qui en fait permet d'être beaucoup plus sûr en mer. C'est des bateaux qui ne sont pas en bois et faits à la main, mais des bateaux en résine, qui d'être plus rapides pour se rendre sur les DCP grâce au moteur hors bord. Les DCP, les dispositifs de concentration de poissons, ce sont ces grosses bouées rouges qu'on voit. C'est une ligne ancrée à 1500 mètres de profondeur, avec en surface des flotteurs qui fixent tout le plancton. C'est-à-dire que ça crée de la vie, des micro-organismes qui attirent des petits poissons, puis des poissons plus gros, puis des poissons plus gros, jusqu'à des bonites, des thons, des marlins. Voilà, ça reconstitue une chaîne alimentaire du large. Là, moi, j'avais envie de plonger sur ce dispositif pour voir un peu comment c'est fait. Comme des oasis sous-marines, les DCP sont des dispositifs qui permettent une pêche efficace et écologique. Le stock de poissons venus du large est constamment renouvelé et l'utilisation de lignes cible la taille des prises et les espèces. L'espoir est là, tout autour de moi. Avec une pêche raisonnée, ces bonites, ces cérioles, ces marlins constituent une ressource vitale quasi infinie pour les Haïtiens. Ça, c'est pour pêcher les appâts, c'est ça? Oui, c'est pour pêcher les appâts. C'est un appât artificiel préparé spécialement pour les petits bonites. Les petits bonites, une fois capturés, on l'attache à une boule pour les gros malins. Donc c'est une pêche à la traîne classique. Alors on laisse traîner l'appât dans l'eau en surface. Et normalement, sur la zone de DCP, on doit trouver plein de petits bancs de bonites. Ah, c'est petit, mais ça tire dur. Hein. Bueno. Comment tu dis? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Voilà, les petites bonites qu'on utilise pour attraper les plus gros poissons. On jette la bonite à l'eau, on laisse partir le fil.
Ici, les pêcheurs attrapent surtout des marlins, mais aussi quelques thons, la prise en or. Il arrive que des poissons plus petits, comme ce requin océanique, se prennent sur les hameçons. Contrairement à la plupart des techniques de pêche, les poissons peuvent être libérés et ne pas mourir inutilement. Et là, il y a un des flotteurs qui coule, ça veut dire qu'il y a un gros poisson au bout de la ligne. C'est plus gros que la bonite, hein. Oh, c'est balèze, hein. Il arrive. Waouh! Ça, c'est le moulinet et la canne à pêche. Dans la pêche, comme ça, c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que dès que le poisson prend du fil, il fait un gros effort, il est fatigué, il faut tout de suite le reprendre derrière. Il est fatigué, le poisson, là? D'accord, je suis encore fatigué. La plus longue que t'as fait de combat, c'est combien? 1h30. 1h30 de combat? Il est parti? Oh merde! Il est parti, là? Ah, problème, mon cher. Il l'avait dans la gueule, il l'avait avalé. Ah, c'est une grosse perte quand même, non? C'était un gros poisson, non? Ça arrive souvent de perdre un poisson ou pas? Ouais, ça arrive souvent. Lorsque les poissons sont rares, on arrive à piquer un poisson et puis Et il s'en va, ouais. il s'en va. Alors on décourage. Un thon jaune. Regarde ça, la couleur de ce poisson là. Avec les ailerons jaunes. C'est toujours un petit peu triste de voir ce roi des océans mort comme ça dans le bateau. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une pêche vraiment écologique dans le sens où elle est très ciblée. On va chercher une espèce et puis ça permet à des familles entières de vivre. Et ça, c'est vraiment un petit spécimen parce qu'il y en a qui font jusqu'à 400 kilos. Voilà, destination finale. Hein, il s'arrête ici le poisson. Dernière étape de mon voyage, la légendaire île de la Tortue. Pour les hommes d'ici, la mer représente le chemin le plus court vers l'exil, le rêve d'accéder à un monde meilleur. Ici, je suis à Basse-Terre sur l'île de la Tortue. L'île de la Tortue, au XVIIe siècle, c'était la capitale de la flibuste. Ça a été aussi là où est née une des premières républiques du monde moderne, celle des Frères de la Côte, qui était une communauté de pirates. Voilà, sous mes pieds, il y a 2 canons qui sont parmi les derniers vestiges de ce temps, de cette époque révolue. Voilà, pour moi, c'était un passage obligé. Je suis de Saint-Malo, patrie de corsaires, et j'aime beaucoup les histoires de fortune de mer. Oh, moi aussi j'aimerais avoir un beau canon comme ça dans mon jardin. Oh, c'est fou, regarde celui-là. Tout cabossé là.
Truffée de grottes et de criques cachées, l'île de la Tortue est restée un repère de pirates. Les deux activités principales de l'île sont le trafic de cocaïne et la construction de navires, dans la plus pure tradition de la flibuste. Une partie de ces bateaux deviennent les canters, des boat people à destination des États-Unis et des Bahamas. Je suis à la recherche de leurs passagers, les marins de la dernière chance. Ça, c'est un petit chantier typique de l'île de la Tortue. Une petite chaloupe. Et puis là, un plus grand bateau en construction. Alors celui-là, je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas été retouché, parce qu'on voit que le bois a blanchi au soleil. Et ça va être sous la peinture du bateau. Alors regarde, Jésus est grand, là on comprend bien, c'est pas en créole. Des petites inscriptions qui vont porter bonheur au bateau. C'est fait en bois de chêne? Bois de chêne. Ouais. Acajou. Acajou aussi? Acajou aussi. Et en avocat. Les bordées sont faites en pin étranger. C'est un bois qui est plus cher, mais qui est plus résistant car il est traité. C'est des styles de bateaux qui remontent à il y a longtemps. Ça, c'est les bateaux des flibustiers, des pirates ici, ça, non? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est vrai, hein, c'est un savoir-faire qui s'est transmis depuis quoi, 3 siècles? Oui, c'est ça. C'est toujours les mêmes bateaux? Toujours les mêmes bateaux. Avec un bateau comme ça, tu peux aller jusqu'aux États-Unis ou aux Bahamas? Oui. Il va et on lui dit d'aller. T'imagines la chaloupe de flibustier qui déboule à Miami Beach là? C'est vraiment le choc des mondes là. Mais cette planche, elle a été récupérée sur un autre bateau. Oui, le déguet de travail déjà. On récupère le bois des épaves pour les remettre sur d'autres bateaux qui ont besoin d'être réparés. J'aurais l'impression d'avoir participé à la construction d'un bateau sur l'île de la Tortue. C'est un peu mon rêve. Donc voilà, maintenant on calfate le bateau, c'est-à-dire qu'on assure l'étanchéité. Donc tu veux un peu de calfa, un peu de laine. Voilà. C'est quoi? Ciment du ciment blanc avec de l'eau de mer. Et ça, tu crois que ça va tenir jusqu'aux Bahamas? Oui. Toi, t'es parti déjà, toi? Oui, je suis parti à bord d'un canter. On nous a repérés très vite, on nous a attrapés et on m'a ramené ici. Il y a des bateaux qui chavirent. Tu survis si tu arrives à nager plusieurs jours. Mais il y en a beaucoup qui meurent. Les familles sont très inquiètes quand elles voient partir un des leurs sur un canter. Entre vous tous, qui a essayé de partir déjà aux Bahamas ou aux États-Unis? Moi-même. Toi? Monsieur. Toi? Et toi? Une fois aussi? Allez, tout le monde, en fait, ici, quasiment, a déjà essayé de partir. 80%. 80% des gens de l'île de la Tortue? Ah ouais. Ok, arrivé. Tu peux me raconter la première fois où t'es parti? C'était en 1997. Je suis parti sur un gros bateau à moteur avec 500 personnes à bord. Le capitaine du bateau s'est perdu, il ne trouvait plus la route et d'autres bateaux ont dû nous guider. Mais quand nous sommes finalement arrivés à Miami, nous sommes tombés sur les gardes-côtes américains qui nous ont arrêtés. Certains ont essayé de plonger dans l'eau, mais ils se sont finalement fait attraper. Du coup, t'as débarqué du bateau, t'as mis le pied sur le sol américain? Non, car notre bateau était arrêté et les gardes-côtes nous ont immédiatement transférés sur leur bateau pour nous ramener directement à Port-au-Prince, ce qui a pris 5 jours. Nous étions tous à la fois déçus et énervés, épuisés par la traversée. Nous avions voyagé pendant 7 jours, affronté une grosse tempête et c'était une énorme déception de se faire arrêter alors que nous touchions notre but. Beaucoup de gens avaient vendu leur maison et tout ce qu'ils avaient pour payer le voyage et leurs rêves s'effondraient. Toi, t'as fait le voyage combien de fois en tout? 4 fois. 4 fois? Une fois pour aller aux États-Unis et 3 fois pour aller aux Bahamas. Tu penses que tu peux y arriver, tu vas retourner là-bas? Oui, j'y arriverai. Il faut y croire. Il y a 3 chances. Tu vois, il y a 3 possibilités. Soit arriver, soit se faire attraper, soit mourir. Mais je ne me vois pas mourir en mer. Je pense donc y arriver. Ça, c'est quoi là? Du lest? C'est pour lester. Le lest, c'est des sacs de riz américains, c'est pour se porter bonheur. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire On va essayer le bateau. Voilà, là on est... Là on est échoué. Et je vais me prendre un gros coup de baume dans la tronche. Le voyage commence fort.
Bon, qu'est-ce que t'en penses? Il navigue bien le bateau ou pas? Tout a l'air de bien marcher. T'es prêt à partir alors? Prêt à partir. C'est vrai? Oui. T'attends quoi pour partir alors maintenant? Nous sommes prêts à partir, mais il nous manque de l'argent pour acheter des provisions à laisser à nos familles qui vont rester ici. Une petite manœuvre de physicien là. Allez, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Voilà. Ah, c'est pas le que je te jure. Attends, ça, mais en large. En pleine mer, ça doit être l'enfer. Comment tu fais pour aller jusqu'aux États-Unis? T'as une carte, une boussole, qu'est-ce que t'as? Une boussole. C'est tout? Oui. Pas de carte? Boussole, non, pas de carte. C'est combien de temps le voyage? 8 jours, 15 jours. Vous partez à combien là? 10. 10 personnes? Oui. Pendant 15 jours sur un canot comme ça? Oui. Ouais, là c'est quand même chaud. Hein. Et comment vous faites avec les tempêtes, etc. On baisse les voiles, on se couche tous au fond du bateau et on prie le bon Dieu. Toi, t'as peur de la mer, de partir comme ça, au Bahamas, sur un petit bateau comme ça? Non, j'ai pas peur de la mer. Et d'ailleurs, je me pose même pas la question, parce qu'ici, il y a tellement pas d'avenir que j'ai rien à perdre. Je suis en train de vivre une aventure assez belle, puisque vraiment je rêvais de naviguer sur un bateau comme ça avec ces marins de la Tortue. Voilà, la réalité, leur réalité est tout autre. Hein. Et je suis assez fier de partager ce moment avec ces hommes qui vont affronter l'océan au péril de leur vie pour essayer d'avoir une vie meilleure. Bonjour. Vous amenez à manger aux garçons? Oui. Vous la trouvez comment, la vie en Haïti? On ne trouve pas de travail. On ne peut pas exercer son métier. C'est vraiment dur la vie ici. Tu es déjà parti, toi? Oui. Combien de fois? Une fois. Une fois? Je me suis fait arrêter à bord du Canter. Et ça m'a tellement humiliée que je n'ai plus du tout envie de partir. Et aux Bahamas ou aux Bahamas. Bahamas. On était très nombreux, tous tassés. Il faisait très chaud, il n'y avait plus d'eau, plus rien à manger. Je n'imaginais pas que le voyage était si difficile. Allez. Perdu. Et quand on perd, on met les pinces à linge. Et ça, c'est un gage en fait. Mon rêve, c'est de travailler dans la maçonnerie et devenir charpentier ou ébéniste. Mon rêve est de partir aux États-Unis pour aller étudier, afin de devenir ingénieur en bâtiment et en génie civil. Je voudrais aller étudier aux États-Unis pour devenir infirmière. Mon rêve est de devenir producteur dans le cinéma et de produire des films haïtiens. Aux États-Unis, ce sera beaucoup plus facile de trouver des moyens. Mon rêve, c'est d'arriver aux États-Unis. Et une fois là-bas, je voudrais être actrice et faire une carrière dans le cinéma. En bas soleil là. En bas soleil là, m'a marché, m'a chanté. En bas soleil là, m'a marché, m'a vibré. Ouyo, si ma chante avec la vie, mais la vie a. Pouvait sans y brûler, mais la vie a. En bas soleil là, m'a marché, m'a chanté. En bas soleil là, m'a marché, m'a vibré. Ouyo, si ma chante avec la vie, mais la vie a. Pouvait sans y brûler, mais la vie a.